Je vais présider les 3 séances qui vont se dérouler maintenant pour les TFE. Pour celles-ci comme pour les autres, je vais vous demander prioritairement d'éteindre votre GSM. En tout cas, ne faites pas de fou. Sauf si quelqu'un doit justement se voir votre téléphone. Non, ça va. Ensuite, on va d'abord écouter ce que vont nous présenter Joachim et Laura. On aura pour ça une présentation qui va durer combien de temps? Environ 40 minutes. À 40 minutes. Ensuite, on aura une vingtaine de minutes pour interagir avec eux. J'inviterai tout le monde à poser des questions, en commençant par ceux qui n'évaluent pas. La réponse aux questions, je le redirai à ce moment-là, mais c'est important. Ça leur permet encore de montrer des choses qu'ils n'ont pas pu dire pendant leur présentation, qui est intéressant. Donc c'est plutôt tout bonus de leur poser des questions. J'ai assisté ce matin, il y a eu beaucoup de questions. C'était vraiment très intéressant. La possibilité à répondre aux questions, et j'en ai tout le temps pour eux, pour vous qui y assisté. Je vous remercie évidemment d'être là. Je crois que c'est agréable pour eux d'avoir un public qui est intéressé, intéressant aussi, qui est intéressé par ce qu'ils font. Je vais donc me taire, je vous ferai juste signe si on arrive au bout des 40 minutes. Si je vous fais ça, je ne vous dis pas bonjour, je vous dis juste qu'il reste 5 minutes. Ça c'est 2, ça c'est il faut vraiment arrêter. Ça va. Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes hyper heureux de vous voir tous présents. Donc, avant de commencer notre présentation, nous aimerions un peu présenter les différentes personnes. Donc, Monsieur Vos s'est présenté. Donc, ici, donc, Madame Vinciane Soren, qui traduit notre présentation en langue des signes. Je pense à Madame Thirion, si je ne me trompe, corrigez-moi, qui est membre du service inclusion, donc ALMO. Madame Bonnet, donc, qui est la directrice du Régenda ALMO. Maurice Hayard, qui est un ancien membre de la Fédération francophone des sourds de Wallonie, donc de Belgique plutôt, qui représente l'ensemble des sourds et des malentendants, qui je n'ai pas présenté. Je crois que c'est tout. C'est tout. Donc, comme M. Vos l'a dit, on va présenter pendant à peu près 40 minutes et puis après, il y aura 20 minutes de questions où on pourra interagir avec vous. Alors, la naissance de projet face à des situations qui nous ont posé problème. Pourquoi est-ce qu'on a cherché à s'intéresser à une problématique qui touchait les sourds? Donc pour Laura, ça a commencé à la petite école de Montenier, donc une école primaire pour élèves sourds et malentendants. Elle y a passé 2 jours lorsqu'elle était en réto où elle a suivi une institutrice. Et en fait, c'est en étant dans cette école-là pendant 2 jours qu'elle a été assez touchée par la langue des signes et qu'elle a souhaité en fait en savoir plus. Et c'est un peu ça qui, pour elle, a donné naissance au projet de vouloir donner cours à des élèves sourds. Alors pour Joachim, lui ça a débuté à Don Bosco, donc c'était l'année dernière, il donnait cours et il a rencontré un élève qui était sourd. Donc du coup il s'est posé une série de questions sur le lien que pouvait avoir cet élève par rapport au travail, ses difficultés et qu'est-ce qu'il pouvait mettre en place pour favoriser l'apprentissage de tous au sein de l'école. Donc voici les questions qui nous sont venues après la visite de ces 2 écoles. Donc comment les sourds et malentendants vivent la transition entre le primaire et le secondaire. Par exemple, moi j'ai pu voir le départ de certains élèves à Montenier et je me posais pas mal de questions sur la transition entre le primaire et le secondaire inférieur. Donc comment sont-ils suivis, soutenus en première, deuxième, secondaire et qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour aider chacun en fonction de son besoin. Alors, le décret intégration de 2009 en Wallonie. Donc, il faut savoir que depuis ce décret, donc depuis 2009, il y a de plus en plus d'élèves à besoins particuliers qui sont scolarisés dans l'enseignement ordinaire. Donc ici, on a un graphique qui reprend la répartition des élèves dans le spécialisé dans les différents types d'enseignement pour l'année scolaire 2010-2011. Donc forcément, nous, le type qui nous intéresse, c'est le type 7, les déficiences auditives. Et donc ici, on peut voir, c'est tout à gauche là, ils sont 881. J'attire quand même l'attention sur le fait que tous les élèves sourds ne sont pas recensés. Donc ça reste quelque chose d'assez partiel.
Alors, donc on parlait d'intégration. Il faut savoir qu'il y a 4 formes d'intégration qui existent dans l'enseignement ordinaire. Donc il y a d'abord l'intégration permanente totale. C'est une intégration où l'élève qui vient du spécialisé est scolarisé dans l'école ordinaire toute l'année pour tous les cours. Donc il suit tous les cours dans une classe ordinaire. Ensuite, il y a l'intégration permanente partielle, où là, il va passer dans l'école seulement certains cours, mais pendant toute l'année. Ensuite vient l'intégration temporaire totale, où donc là, l'élève suit tous les cours dans l'école ordinaire, mais pendant une période donnée. Et enfin, l'intégration temporaire partielle, où là, l'élève suit une partie des cours seulement pendant une période donnée. Donc, il faut bien savoir aussi que ces 4 types d'intégration-là nécessitent un partenariat entre 2 écoles, généralement l'école spécialisée qui organise un suivi sur l'élève et l'école ordinaire qui accueille donc l'élève à besoins particuliers. Et donc, après leur primaire, où se dirigent les sourds et malentendants, on s'est un peu renseigné et on a donc vu s'il y avait beaucoup de sourds ou non qui étaient répartis en intégration. Et donc on peut dire qu'il y en a un seul pour l'année 2014-2015 en intégration permanente partielle. Il y en a 91 en permanente totale, 0 en temporaire partiel et 24 en temporaire total. Donc ça fait un total de 116 élèves qui étaient en intégration pour cette année scolaire. Du coup, on s'est demandé pourquoi il y avait aussi peu d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire. Et on a ciblé différents obstacles qui ne permettent pas totalement cette intégration. Donc du coup, il y a le manque de formation des enseignants par rapport à la problématique des sourds et malentendants, ce qui peut tout à fait se comprendre. Ici, par exemple, nous, si on a eu l'envie de travailler ce sujet-là, c'est parce qu'on n'a pas eu d'outils qui nous permettent de réfléchir à des adaptations, et donc le TFE, c'était une opportunité adéquate pour le faire. Il y a les difficultés liées à la reconnaissance en général des sourds et malentendants dans la société. Donc, par exemple, en 1880, il y a eu le décret de Milan. Et en fait, ce décret interdit complètement la langue des signes en Europe. C'est des éducateurs dans le monde, donc en Europe principalement, 200 éducateurs qui sont concertés et 3 sourds étaient présents et ils ont décidé en fait que la langue des signes serait interdite. Du coup, la langue des signes n'a pas pu se développer correctement, elle s'est développée dans des petites associations en cachette, à côté. Donc, l'enseignement n'a pas pu se développer correctement, en tout cas un enseignement adapté aux sourds et malentendants. Et du coup, il manque des personnes pour pratiquer la langue des signes, signer en classe et permettre cette aide aux sourds et malentendants. Et donc on a aussi, plus par rapport à la critique du média cette fois, un constat qu'on a pu réaliser lorsqu'on est allé en stage, c'est le fait que finalement la critique des médias c'est quelque chose de très peu, voire pas du tout travaillé en fait dans le secondaire inférieur et particulièrement au premier degré. Et donc là c'est moi qui ai posé quelques questions en fait à des enseignants en stage, et je pense à M. Philippe Bouchat qui est professeur d'histoire à l'abbaye de Flône en 5e et en 6e, qui lui me disait travailler ça avec ses élèves, mais c'était quelque chose de peu travaillé auparavant, alors que pourtant on peut le voir avec ce petit graphique tiré d'un manuel qu'on connaît bien qui s'appelle Pratique des sciences sociales. Merci Monsieur Cornet. On peut voir que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, particulièrement chez les jeunes, parce que même si Facebook a tendance à baisser, justement des réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram, eux, montent, et donc on est de plus en plus soumis à des informations qui circulent entre nous, et on est littéralement bombardé. Donc en plus de ce flux, on y a accès très facilement. Pourquoi ? Déjà, notre smartphone, il peut être considéré comme notre 207e os, tellement qu'on l'utilise, et c'est un élément mais tellement riche, on peut avoir accès à tous les savoirs. Du coup, le prof, il a aussi un peu détrôné par rapport à ça, parce que Internet devient la principale ressource. Et nous, on s'est dit, en tant qu'enseignant, quel outil on pourrait donner aux élèves pour être face à ce flux d'informations
et le traiter. Et donc on en arrive à notre question de recherche, où on s'est posé la question de comment favoriser l'esprit critique de tous les élèves, et on a insisté sur le tous, via l'analyse de documents audiovisuels. Et donc dans cette question de recherche, il y avait le côté esprit critique, et en fait pour l'esprit critique, on a utilisé les ressources du CRP, et au CRP on a trouvé un TFE de M. Bernard Barthen, de 2004. Et on a repris en fait sa définition de l'esprit critique pour débuter notre travail. Et dans cette définition, je vais surtout ici garder le fait que pour lui, être critique, c'est réunir les conditions favorables à la constitution de sa propre opinion. Donc vraiment, lui mettait l'accent là-dessus dans son travail de fin d'études, et c'est ça qui a mené le début de notre recherche. Alors forcément, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'un média ? Et on en a différencié deux types. Un média traditionnel que vous connaissez tous comme la télévision, la radio ou la presse papier, et un média social. Alors quelle différence est-ce qu'on a pu noter? C'est que le média traditionnel, il y a généralement un émetteur et de multiples cibles. Tandis qu'un média social, il y a plusieurs cibles mais qui sont également des émetteurs. Donc en fait la différence là qu'on peut noter, c'est que le média social par rapport au média traditionnel, c'est quelque chose qui est continu. On n'arrête jamais, tout le monde en produit, vous, moi, peu importe, tout le monde en produit, tout le monde produit de l'information. Tandis qu'un média traditionnel, on travaille ni vous ni moi à la télé, on est tous des cibles, et donc là on ne produit pas d'information. Donc du coup, si on s'est posé la question des médias pour les personnes entendantes, on s'est interrogé aussi pour le rapport qu'entretenaient les sourds par rapport à l'information. Donc déjà pour un entendant, je pense que c'est compliqué de pouvoir critiquer l'information. Alors pour un sourd ou une personne malentendante, c'est d'autant plus difficile. Puisque en plus, très peu de programmes de chaînes télévisées sont sous-titrés. Je pense à la RTBF qui sous-titre certains journaux, mais c'est très peu. Sur les réseaux sociaux, on a tous vu des vidéos circuler ou qui n'étaient pas sous-titrées. Enfin, elles sont de plus en plus sous-titrées maintenant qu'auparavant. En tout cas, il y a eu un progrès. Mais les traductions en langue des signes, il y en a beaucoup moins. Des chaînes YouTube se sont quand même développées, des sourds. Maintenant on parle de différents sujets sur YouTube sans problème. Et donc on en vient à la préparation aux différents stages. Et donc là je vais vous parler plus de ce que j'ai pu tester au tout premier stage. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire mon premier stage à Sainte-Marie-Yaoui avec Madame Sénave, qui m'a permis de réaliser une première activité sur la critique du média. Donc au cours de la séquence, je travaillais 3 heures sur la critique du média pour un total de 12 heures sur toute la séquence. Et on regardait avec les élèves un documentaire, un reportage qu'on a réutilisé par la suite, qui nous vient de la RTBF. Et suite au visionnage de ce reportage, je leur ai posé la question qui est dans le projet, qui est projetée ici, c'est pour toi l'info est A, le reflet de ce qui se passe dans le monde, B, chaque journaliste fait une sélection d'informations et émet son avis et son interprétation, et C, une manipulation totale de la réalité. Et donc en fait ce qui était intéressant, c'est qu'au cours de la discussion, j'ai pas eu vraiment une tendance qui s'est dégagée dans ces 3 questions. Les élèves étaient assez partagés et ils essayaient énormément de justifier le fait de s'être mis dans telle ou telle réponse, mais ça posait quelques difficultés. Et donc il y a 2 grandes difficultés que je garde de ce stage-là. C'est la difficulté que les élèves avaient à argumenter par rapport à leur choix, à leur réponse, et un questionnement plus personnel, puisqu'à ce moment-là on travaillait beaucoup avec Laura sur les différences entre chaînes privées et chaînes publiques, et on a un peu mis ça de côté parce qu'on trouvait la différence finalement peu palpable pour les élèves. Par rapport à la difficulté d'argumenter, on a tout simplement pris la décision d'essayer de placer plus de moments, plus d'outils pour aider les élèves à mieux argumenter par la suite en fonction de leur choix. Je tenais
Dernière petite précision, je suis le seul à avoir pu expérimenter de nous deux au premier stage, puisque à cause de soucis médicaux, Laura n'a pas pu faire les activités de critique du média, mais donc on a énormément échangé et discuté dessus pour continuer le travail. Alors, la construction de nos outils. Donc, pour le premier stage, nous avons décidé de créer une grille d'analyse d'un document audiovisuel. Donc, en fait, elle servirait à analyser sous différents aspects une vidéo pour pouvoir la critiquer et voir les aspects négatifs et positifs de chaque vidéo. Voilà, et après le stage, en fait, on a décidé d'adapter nos vidéos pour des élèves sourds et malentendants. Pourquoi après le stage? Tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir des élèves sourds dans nos classes, mais on tenait vraiment à travailler aussi pour pouvoir permettre à des élèves sourds de suivre nos activités. Donc voici la grille d'analyse dont vous parlez, Laura. Elle va vous en distribuer une copie. Donc il y a plusieurs items qu'on a regroupés dans deux grandes catégories. Une catégorie de fond, où là on traite vraiment du contenu de la vidéo. Donc, on a essayé de voir de quoi on parle et un petit peu de quelle façon on en parle. Et ensuite, une grande catégorie de forme, où là ça s'apparentait plus à de quelle façon les images sont tournées, qu'est-ce qu'on peut percevoir comme son, comme musique dans la vidéo. Et un point important, la présence ou non du journaliste dans la vidéo, puisque on avait repéré que dans les médias sociaux dont je vous parlais précédemment, les journalistes étaient beaucoup moins présents à l'écran, voire carrément absents. Alors, donc, nous avons décidé de travailler une séquence d'études du milieu, puisque, comme comme l'avait expliqué Joachim, la critique du média est fort destinée aux 3e, 4e, 5e, 6e secondaire. Donc, du coup, par quelle porte sommes-nous passés? Donc, il n'y a pas de compétences critiquées à proprement parler dans le programme d'études du milieu. Par contre, nous trouvions intéressant d'entrer cette compétence via plusieurs compétences du programme. Donc il y a la compétence 1 qui amène l'élève à rechercher différentes sources d'informations utiles pour un problème donné, donc une recherche donnée. Ici, nous, ce sera le cas de la ville de Tournai, où nous vivons en société. Et il doit exploiter cette information et vérifier si c'est vrai, juste la fiabilité, la pertinence, en fonction de la recherche qui sera entreprise en classe. Donc, je vais vous expliquer un peu comment s'est répartie la séquence générale. Donc, nous travaillions sur Vivre en société à Tournai. Il y avait en tout 18 heures. Et parmi ces 18 heures, il y avait 8 heures de critique du média, un peu éparpillées dans la séquence, de façon à ce que les activités soient assez alternées et variées. Donc, pour la critique du média, il y avait une partie spéciale, donc dans le cours, où les élèves devaient rechercher des feuilles. Il y avait, donc, on analysait une vidéo qui venait de la ville de Tournai, donc tournée par la chaîne de télé locale, notre télé. Ensuite, nous avons analysé cette vidéo, alors pas avec la grille, mais avec des questions à choix multiples au départ pour un peu les habituer aux différents critères de la grille. Par la suite, nous avons visionné le reportage Question à la une de la RTBF qui parle des conditions de vie des sans-abri en rue. Puis nous avons quelques questions sur cette vidéo et nous les avons comparées l'une entre elles. Donc on a comparé un média traditionnel qui était le reportage Question à la une et un média social qui vient de la chaîne Brut. Voilà, donc on en arrive à l'expérimentation de stage. À l'avant-dernière semaine de nos stages, moi j'ai distribué un petit questionnaire aux élèves et ces questionnaires nous ont permis de monter des statistiques sur un petit peu certains aspects de nos classes par rapport à l'information et aux réseaux sociaux. Donc ici sur ce premier graphique, c'était un graphique sur l'utilisation du réseau social Facebook par les élèves. Et donc ce que j'ai pu en retirer en fait, c'est que dans 2 des 3 classes de 2e où je testais mon TFE, finalement, il y avait près d'un tiers de la classe qui n'utilisait pas du tout Facebook. Les élèves n'utilisaient pas Facebook, n'étaient pas sur Facebook.
et la troisième classe, la classe de 2C, où justement, là il n'y en avait que 2 qui n'utilisaient pas Facebook, donc j'avais quand même des classes assez axées sur peu d'utilisation des réseaux sociaux, mais ça restait nuancé. Ensuite, un deuxième graphique ici qui présente la fréquence à laquelle les élèves regardent le journal télévisé, et où là, j'ai clairement pu voir que dans 2 classes, en 2A et 2F, c'est plutôt pas mal, on va dire, puisque j'avais plus de la moitié de la classe qui regardait très régulièrement. Pour les 2F, c'est tous les jours. Pour les 2A, c'est plusieurs fois par semaine. Le journal télévisé, juste encore une fois en 2C, où c'était sans tendance particulière qui se dégage. Mais donc, j'avais plutôt des élèves qui étaient quelque part sensibilisés à l'information de base et qui donc étaient plutôt enclins à travailler avec l'information. Donc, comme Laura l'a expliqué dans le plan général, j'ai énormément travaillé avec eux à l'aide de la grille qu'on a créée pour analyser les vidéos. Et donc, il y a eu le côté comparaison d'un reportage de la RTBF qui venait de l'émission Questions à la Une et d'une vidéo de la chaîne de médias français Brut Point, où là, c'était une petite interview. Et après avoir réalisé cette comparaison avec les élèves, je leur ai simplement posé comme question: quels médias est-ce que vous utiliseriez chez vous pour vous informer? Et encore une fois, là, je n'ai pas eu de tendance particulière qui s'est dégagée. Donc j'ai eu des réponses très variées. Et quelque chose qui a été plutôt positif pour moi, c'est le fait que les élèves ont vraiment pu argumenter leur choix. Donc par exemple, j'ai des élèves qui m'ont dit moi je regarderais plutôt des vidéos de Brut parce qu'elles sont plus courtes et ça me permet d'en regarder plus et donc de m'informer sur d'autres sujets que juste celui qu'on avait travaillé en classe, à savoir la pauvreté. Et à l'inverse, j'avais des élèves qui me disaient je préfère plutôt le reportage, c'est plus long, il y a plus d'infos et ça va plus au fond des choses, j'aime mieux ça. Donc ça, c'était les gros points positifs que j'ai remarqués. Et surtout, il y avait le fait que la grille avait vraiment permis à des élèves de mettre le doigt sur des aspects très particuliers de la vidéo. Je pense, encore une fois, à la présence ou non du journaliste, puisque dans la vidéo de Brut, en fait, le journaliste n'apparaît pas, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, il est totalement invisible. Un gros point faible, c'est que je n'ai pas pu réaliser d'évaluation écrite avec les élèves de cette activité-là. Il y a juste eu une évaluation formative, mais qui a été réalisée avant l'utilisation de la grille sur la critique du média. Et donc, l'évaluation a été plutôt orale avec les élèves à Fleury. Alors, pour ma part, moi je suis allée donc, à Visé, au Sacré-Cœur, c'est une école professionnelle et de technique de transition. Donc en fait, moi j'avais seulement une classe, donc je trouvais ça vraiment chouette pour pouvoir tester mon TFE avec au moins une. Tu peux retourner à la... Merci. Donc en fait ici c'est le plan de la classe, donc il y avait 22 élèves, donc les 3 symbolisent l'endroit où étaient placés les élèves, j'étais assez bien équipée. Tu peux continuer. Donc, à ma 3e semaine de stage, j'ai distribué des questionnaires pour voir un peu le rapport qu'avaient les élèves par rapport aux médias. Et donc, grâce à l'aide de Joachim, on a réalisé ces graphiques-là. Ici, c'est un graphique qui présente la fréquence d'utilisation du réseau Facebook. Bon, pendant combien de temps les élèves utilisent ce réseau-là, combien de fois par jour. Donc la tendance ici, c'est que plus de la moitié utilisent Facebook, comme on le voit ici, et ne l'utilisent jamais en 2A. Donc contrairement aux classes de Joachim, ma classe utilisait beaucoup plus le réseau social Facebook. Ah oui, j'ai oublié de préciser que les questionnaires, il y en avait 22 et j'en ai eu que 16 donc comme réponse. Donc j'ai pu analyser 16 questionnaires sur les 22. Donc combien de temps les élèves passent-ils sur les réseaux sociaux? Donc là, on peut voir quand même que les élèves passent au moins maximum entre 1 heure et 5 heures par semaine. Par jour, pardon, sur les différents réseaux sociaux. Voilà un peu le contexte de ma classe.
Donc, après le stage, j'ai débriefé avec mon maître de stage et nous avons estimé et constaté que les élèves arrivaient beaucoup mieux à argumenter le point de vue d'une personne ou avaient des questions beaucoup plus ciblées sur les différentes vidéos, donc étaient beaucoup plus attentifs et beaucoup plus rigoureux dans leurs réponses. Alors, est-ce que, parce qu'ils sont forcément plus rigoureux ou plus attentifs, est-ce que je peux estimer que mes activités, les activités que nous avons créées, ça va les former à être des élèves critiques et ils vont remettre en question tout ce qu'il y a autour d'eux? Personne, non, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même d'autres choses à faire. Donc j'ai décidé de faire un bilan après un mois. C'est-à-dire qu'au mois de mai, je suis retournée en classe et je leur ai donné des questionnaires pour voir comment ils se situaient par rapport à leur apprentissage sur la critique du média. Donc j'ai posé 5 questions. La première, je leur demande de donner une cote par rapport à leur apprentissage et d'expliquer pourquoi ils ont mis cette cote-là. Une deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils ont appris concrètement sur la critique du média. Donc je leur demandais d'écrire leur apprentissage. Une troisième question, est-ce que grâce aux activités, ils se considèrent plus attentifs aux informations qu'il y a dans des vidéos ou non, et d'expliquer. Quatrième, qu'est-ce qui a permis ce changement ou pas. Et cinquième question, est-ce qu'ils regardent les vidéos différemment qu'auparavant au début de la séquence. Donc, par rapport à leur cotation, en moyenne, pour la classe, c'était de 6,7 sur 10. Donc je trouvais ça satisfaisant. Par contre, je me suis quand même interrogée sur, tu peux revenir en arrière, sur des élèves qui avaient mis 3, 4, 5, je me demandais pourquoi. Donc du coup, j'ai essayé d'analyser ça plus profondément. Donc, par rapport à leur apprentissage, si j'analyse plus finement les questionnaires, il y en a 9 qui m'ont ciblé correctement leur apprentissage par rapport à la critique du média. Ils arrivaient vraiment bien à les identifier et les réécrire. Par contre, 9 m'ont cité des apprentissages, mais par rapport au cours et pas du tout sur la partie critique du média. Et 2 estiment n'avoir rien appris. Un qui n'a pas répondu. Donc je me suis quand même posé une grosse question parmi les 9 qui m'ont répondu à côté de la plaque. Et en me disant, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je me suis rappelé de comment j'avais organisé mes activités et la séquence. Et c'est vrai que je n'avais pas organisé d'activités qui expliquent concrètement ce que c'est la critique du média. Bon, on l'a abordé, on a fait des activités ensemble, mais à mon avis, c'était pas concret pour eux, puisque 9 ne m'ont pas ciblé des apprentissages correctement. Du coup, parmi les 9 qui ont quand même appris, alors là j'ai remis les apprentissages qu'ils m'ont réécrits, je vais vous en citer un, par exemple Arthur, je trouvais ça intéressant. Donc il dit que lui, il a appris à réfléchir à ce qui était dit dans la vidéo, ou montré dans une vidéo, en même temps que de la regarder. Peut-être qu'avant il faisait attention à une chose en particulier, et de comparer des vidéos l'une par rapport aux autres. Ah oui, par rapport aux prénoms, je les ai changés. Donc, pour par exemple Fatima, elle observe plus attentivement les expressions du visage, la manière d'être des personnes à l'écran. Avant, elle ne trouvait pas ça intéressant de regarder. Du coup, est-ce que mes activités permettent les élèves à être plus attentifs? Donc, sur 22 élèves, 12 déclarent être attentifs. Donc, pour moi, quelque part, c'est quand même une réussite que plus de la moitié, en tout cas, est plus attentif. 6 ne se considèrent pas plus attentifs qu'au début. Et 4 élèves se sont abstenus de répondre. Ma vie n'arrivait pas à se situer. Donc, parmi les 9 élèves qui, justement, n'ont pas ciblé... ceux qui ont réussi à cibler leur apprentissage, ce qui les a aidés, c'est le cours et mes explications. Les techniques qu'on a utilisées en classe, donc grâce aussi en partie à la grille, et le fait de s'entraîner au fur et à mesure, ça devient un entraînement, j'ai envie de dire.
D'autres se posent plus de questions, alors qu'avant, ils regardaient une vidéo, mais ils ne se posaient pas plus de questions. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les élèves qui n'ont pas appris, ou ceux qui n'ont pas su cibler leur apprentissage, qui ne voient pas de changement. Alors, ceux qui m'ont permis de remettre en question ma pratique, c'est une élève, elle disait, moi je n'aime pas regarder une vidéo et faire un travail par après. Donc, c'est ce qu'une élève m'a dit. Et un deuxième qui disait que lui était habitué à être attentif et à le faire. Donc, je me suis rendu compte que le point fort de notre séquence, c'était qu'on permettait cet entraînement d'analyser des vidéos, mais on ne faisait que ça, quoi. Et comme l'a expliqué Joachim, un média, c'est pas forcément que audiovisuel, ça peut être des images, des textes qui peuvent être diffusés justement sur les réseaux sociaux. Donc du coup, il manquait un peu de diversité à ce niveau-là, et je peux comprendre que cet élève a décroché parce que c'était tout le temps analyser des vidéos. La grille, au final, celle que je vous ai distribuée, j'utiliserai plutôt en fait. J'utiliserai pour la première vidéo, et quitte à demander aux élèves au fur et à mesure de connaître les différentes caractéristiques d'une vidéo et de ne plus utiliser la grille, donc de l'utiliser au début, mais au fur et à mesure de la séquence, vraiment l'intégrer et la mettre de côté pour vérifier les apprentissages des élèves. Parce que oui, j'ai fait une interro certificative, mais elle ne reflétait pas tellement ce qu'on avait travaillé. Et on a appris aussi que l'esprit critique, ça faisait partie d'un ensemble, donc la pensée critique, et qu'il y avait deux aspects. Il y a les attitudes, qui se réfèrent plus à l'esprit critique, et les capacités de la pensée critique. Alors, je vais laisser Laura se reposer, et je vais vous parler de l'adaptation des 3 vidéos qu'on a réalisées pour des élèves sourds et malentendants. Donc ces 3 vidéos qu'on a utilisées dans la séquence, il y en a donc une dont je vous ai parlé qui venait de la RTBF, une qui venait du média social brut, et la première vidéo que vous pouvez voir tout à gauche qui vient de NoTélé, donc la chaîne de télévision locale de Tournai. Alors, l'adaptation de ces vidéos, déjà ça prend du temps, ça prend énormément de temps, puisqu'il y a eu une journée de tournage qui a eu lieu ici pendant les vacances de Pâques, qui nécessitait qu'on trouve une volontaire pour signer le contenu des vidéos. Donc on a eu Sonia qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a accepté d'être filmée pour adapter nos vidéos, et ensuite on l'a incrusté en médaillon sur les vidéos. Ça prend du temps, et on a sous-titré les vidéos, et ça aussi ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait de base. Ça nous a pris 3 jours pour sous-titrer les 3 vidéos, c'était assez long. Alors, est-ce qu'on peut considérer ces outils-là comme des adaptations? Et là, en fait, on s'est penché sur le Vademecum pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, dans le Vademecum, on a le fait que adapter, c'est contourner la difficulté, c'est proposer des alternatives, amener les élèves vers l'autonomie, se poser des questions et essayer, tester, et lutter contre une forme de violence et d'exclusion, à savoir la perte de l'estime de soi. Et qu'à l'inverse, ce n'est pas sous-enseigner, simplifier, supprimer la difficulté ou rendre les élèves dépendants. Et donc là, on a estimé être plutôt dans la colonne de gauche, donc dans la colonne de l'adaptation, puisque on ne supprimait pas la difficulté de la vidéo, on la rendait simplement plus accessible via la langue des signes et via le sous-titrage. Alors, de base, on aurait voulu vous montrer une petite vidéo qui explique Namur, mais Monsieur Vos me fait signe qu'il reste 5 minutes, et donc je préfère passer dessus. Donc je vais vous expliquer à la place de la vidéo. Elle dure combien de temps? 3 minutes. On les a. Ça va alors. Vous êtes sûr? Oui. Dans ce cas, on va regarder la petite vidéo. La petite vidéo, je vous préviens déjà que c'est une double interview en fait d'une enseignante et d'un élève sourd de l'Institut Sainte-Marie de Namur, où nous sommes allés tous les deux avec Laura rencontrer des enseignants.
Je suis élève à l'école Sainte-Marie, école Surdité, qui est située tout à côté, dans laquelle j'ai fait toute ma scolarité. Je suis actuellement en 5e secondaire et je vous présente Cindy. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cindy Maraté, je suis enseignante, institutrice primaire à l'école Sainte-Marie, comme vient de le dire Axel, et plus précisément pour l'ASBL École et Surdité. Alors, moi, mon travail, c'est... je suis institutrice, première et deuxième primaire, mais pour des enfants sourds, en langue des signes. École et Surdité, c'est une ASBL qui amène un projet d'inclusion d'enfants sourds au sein de classes ordinaires. Vous allez me dire, c'est un grand mot pour dire un tas de choses. Plus précisément, nous sommes 2 enseignants dans la classe, l'enseignant francophone et l'enseignante en langue des signes, moi. Et une petite particularité, c'est que je ne suis pas du tout interprète, donc je ne vais pas traduire ce que mon collègue dit. Nous sommes en simultané et nous travaillons vraiment en collaboration. Ça, c'est pour la moitié du temps de l'horaire scolaire. Nous sommes ensemble pour les cours de mathématiques, pour les cours d'éveil. Par contre, pour les cours de français, comme pour les cours de langue des signes ou pour les cours d'anglais, nous sortons, entre guillemets, ces enfants de leur groupe classe pour les mettre dans un plus petit groupe, dans un plus petit local, où je suis seule avec mes enfants sourds, mes élèves sourds, et je leur enseigne le français. Alors pourquoi sortons ces enfants de ce groupe? Tout simplement parce que l'accès au français n'est pas le même pour un enfant entendant que pour un enfant sourd. Nous avons besoin d'autres techniques, d'autres méthodologies. Il ne faut surtout pas se méprendre. Nous atteignons évidemment les mêmes objectifs. Nous essayons en tous les cas d'atteindre les mêmes objectifs, c'est-à-dire savoir lire, savoir écrire, savoir s'exprimer, savoir calculer et le vivre ensemble, bien évidemment. École et Surdité est le premier projet en Europe de ce type. Et je pense, Axel, que dans le secondaire, c'est plus ou moins pareil. Parlons un peu du secondaire, s'il te plaît. C'est vrai que pour le secondaire, c'est à peu près le même fonctionnement que pour le primaire, c'est relativement proche. Donc bien évidemment, nous changeons de cours toutes les heures, d'enseignants toutes les heures. L'enseignant sourd ou en langue des signes change également. Et nous avons toujours ces binômes d'enseignants. Ça, pour nous, c'est très important. Ensuite, en fonction des cours, donc nous avons également certaines heures en commun avec les camarades entendants. Et de temps à autre, pour un renforcement du français, pour les cours d'anglais, pour d'autres cours plus optionnels, nous avons un besoin d'adaptation spécifique et auquel cas nous sommes sortis du groupe classe pendant 1 heure, pendant 2 heures, temps au cours duquel nous recevons donc les cours comme les autres élèves de la classe, mais avec une méthodologie spécifique pour nous. Et chaque partie du groupe avance de façon indépendante et nous revenons à la fin du cours avec le groupe classe. Donc nous fonctionnons comme ça, ensemble, parfois de façon séparée, mais avec un seul objectif, celui d'avoir le même programme, les mêmes contenus à la fin de l'année. Voilà, donc comme on vous l'a un petit peu expliqué dans la vidéo, Sainte-Marie à Namur fonctionne en fait en co-enseignement, donc les enseignants sont 2 en classe. Et avec Laurent, on a eu la chance en fait d'être accueillis par 2 enseignantes à Sainte-Marie à Namur qui donnent cours de DM en première et deuxième dans les classes bilingues, donc une classe où il y a à la fois des élèves sourds et des élèves entendants. Et donc on s'est posé la question des avantages et inconvénients du co-enseignement. Alors forcément, dans les avantages, il y a le fait qu'on réduit le ratio prof-élève, puisqu'il y a plusieurs professeurs en classe. Bien, les professeurs ont beaucoup plus la possibilité de s'attarder sur un élève en particulier. On a pu observer aussi de meilleures performances en lecture et en écriture chez les élèves dans les classes bilingues qui sont sous co-enseignement. Ensuite, les élèves se sentent mieux soutenus, mieux suivis par leurs professeurs. Et forcément, les enseignants profitent également de l'aide et de l'expérience de leurs collègues directement en temps réel et en classe. Et bien entendu, les enseignants ont bien plus d'opportunités de connaître les besoins spécifiques de chaque élève. Ah oui, mais je me disais qu'il reste peu de temps, donc... 4 minutes. Donc voilà, je pense qu'on a eu une vision générale de ce qui serait...
Alors, on a donc rencontré ces enseignantes-là plusieurs fois, on les a observées plusieurs fois et le 11 mai dernier, elles nous ont fait un feedback sur notre séquence qu'on leur avait envoyée au préalable ainsi que sur les vidéos adaptées. Et donc, ce qu'on peut finalement retenir de cet échange, c'est le fait que notre séquence, qu'on avait déjà retravaillée, elles trouvaient toutes les deux que ça ne nécessitait pas beaucoup d'adaptations supplémentaires. Elles nous ont juste dit que pour les vidéos, là où nous, on avait fait le choix de à la fois sous-titrer et traduire la vidéo en langue des signes, elles font plutôt l'un ou l'autre. Et elles nous ont expliqué ce choix tout simplement en disant que généralement elles utilisent la traduction en langue des signes si le contenu de la vidéo est vraiment compliqué et là où la langue des signes pourrait permettre finalement aux élèves de mieux comprendre le contenu de la vidéo. Sinon elles vont plutôt utiliser les sous-titres pour la simple et bonne raison que, comme Laura le disait tout à l'heure, il y a peu finalement d'émissions traduites dans le paysage télévisuel en Belgique. Et les élèves sont beaucoup plus souvent soumis aux sous-titres que réellement à une traduction en langue des signes. Et enfin, elles ont attiré notre attention sur le fait que les traductions qu'on avait réalisées dans nos vidéos étaient en français signé et non en langue des signes dite officielle. Et je vais vous laisser Laura expliquer la différence entre les deux. Alors malheureusement, Sonia n'est pas là, donc Sonia c'est la personne qui a traduit nos vidéos. Mais en fait la différence entre le français signé et la langue des signes, c'est que le français signé se calque sur la syntaxe en français, qui n'est pas du tout la même en langue des signes. Donc du coup les élèves avaient du mal à comprendre la vidéo, en tout cas pour ceux qui signaient. Du coup, on a reçu un feedback des élèves sourds qui sont dans les classes bilingues. Évidemment, on ne peut pas passer à côté sans leur demander un petit feedback. Donc, du coup, sur les 3 élèves sourds, 2 estiment que nos vidéos peuvent tout à fait être utilisables en classe sans l'aide d'un enseignant bilingue. Un estime quand même qu'il aurait besoin de l'aide pour comprendre certains termes beaucoup plus compliqués et que l'enseignant pourrait l'aider. Et l'élève malentendant qui lui pense que la vidéo est utilisable sans le professeur. Donc tout ça, c'est en fonction de leurs préférences. Il faut savoir qu'il n'y a pas une surdité, mais des surdités, et qu'un sourd ne signe pas forcément. 90% des élèves qui sont sourds proviennent de parents d'entendants qui n'ont pas du tout été sensibilisés à la culture sourde. Du coup, ils ne signent pas forcément. Ça dépend vraiment de leur conclusion. Alors, on a une conclusion en 2 petites parties. La première, c'est qu'on s'est finalement un peu fixé par rapport à un avis sur l'enseignement pour les sourds. Et pour nous, l'enseignement bilingue tel qu'il est mis en place à Sainte-Marie à Namur est celui qui permet au mieux de favoriser l'apprentissage des élèves sourds, tout simplement à cause de tout ce qu'on a pu y observer et des recherches qu'on a faites. Et donc, de grille d'analyse, à ce niveau-là, on est très satisfait. Alors, on pense vraiment qu'il y a des adaptations au niveau des activités, qu'il faut les réorganiser, utiliser la grille autrement. Mais je pense que ça a permis vraiment les élèves de se questionner par rapport aux médias et à l'information. Et voilà, elle est toujours à améliorer. D'ailleurs, on attend que vos feedbacks là-dessus. Voilà, et un dernier petit point, ce projet finalement en entraîne un autre et donc avec Laurent on a décidé de débuter en fait une chaîne YouTube, on vous donnera après des petits dépliants et actuellement sur la chaîne YouTube se trouvent les vidéos qu'on a pu adapter et donc elles sont accessibles à tout un chacun et on espère pouvoir enrichir le contenu de la chaîne YouTube à l'avenir. Merci de votre écoute. Merci à tous. Bien, donc merci pour votre présentation. On passe maintenant à l'ensemble des questions. Tout à l'heure, on a eu un président qui a dit n'oubliez pas qu'un TFF c'est un travail plutôt individuel, même s'ils sont à 2 ici. On va passer leur à travailler dessus. Et c'est le bon moment pour partager avec d'autres. Donc on a vraiment ce que vous posiez vos questions, c'est le moment pour en donner encore un peu plus. Je ne sais pas si vous distribuez ça maintenant ou après. Alors on le distribuera après. Oui. Très bien. Alors je vais prendre une question encore bougée. Je vais commencer par Christophe. J'ai une toute petite question en voix. Vous dites que dans les professeurs, quand ils vous donnent un feedback, eux ils font jamais les deux en même temps, c'est-à-dire traduire en langue des signes, si c'est leur français signé.
et en sous-titres. Et c'est uniquement parce que c'est bien, pour les préparer à la réalité ou plus tard, ils n'ont pas les deux, ou c'est les deux se contredisent, entre guillemets, s'annulent, c'est peut-être plus trop compliqué. Je vais répondre. En fait, c'est tout simplement à la fois pour préparer les élèves à la réalité, au fait que dans la réalité, ils auront plutôt des sous-titres qu'une traduction en langue des signes. Et c'est aussi parce que avoir à la fois les sous-titres et la personne à côté de la vidéo qui signe, ça a tendance à déconcentrer les élèves. Les élèves essayent à la fois de lire le sous-titre et de regarder la personne qui signe, et donc perdent le fil. Vas-y. Vous avez parlé, vous avez interviewé des étudiants malentendants. Vous avez demandé l'avis des étudiants non malentendants, parce que vous avez dit qu'il y avait un mix entre les deux, c'est ça? Et vous avez demandé comment eux le ressentaient d'être dans une classe bilingue, leur ressenti, s'ils apprenaient mieux, si c'était un meilleur cadre, etc. On n'a pas abordé cet aspect dans les questionnaires. J'ai envie de dire que c'est énormément travaillé à Sainte-Marie à Namur. En tout cas, il y a énormément d'études qui parlent de ça, en fait. Mais on n'a pas su aller jusqu'à là, en tout cas. Gianni? Oui, c'est deux petites questions en fait. Je me suis toujours demandé en fait si quand on traduit au langage des signes, est-ce qu'on ne perd pas en nuance, en complexité? Je me suis surtout demandé ça. Je ne sais pas si je pourrais avoir la réponse. Et deuxième petite question, je me demandais aussi pourquoi être parti sur les deux fronts. Je ne comprenais pas trop tout à l'heure le lien entre la critique, l'éveil de l'esprit critique et la solitude. Et pourquoi? Parce que c'est un outil pour analyser un truc ou quoi? Je te laisse la première, je prends la deuxième. Ok. Mais au niveau de la langue des signes, la langue des signes a été reconnue tardivement en Belgique, je pense 2014. En 2014, je ne sais pas. 2003, ok. Et en fait, la langue des signes, c'est une langue comme une autre. Donc du coup, non, je pense pas que tu perds de la nuance. C'est une langue et non, je pense pas. Et j'en suis certaine. Pour la problématique, en fait, tout simplement, c'est notamment né quand on est allé au Salon de la Surdité en septembre, où en fait on s'est rendu compte qu'en termes d'infos et autres, pour les sourds c'est très difficile en fait d'avoir une info complète. Puis on se dit souvent, et d'ailleurs M. Vos nous le disait, c'est facile, des élèves sourds, on leur donne des textes et voilà. Mais en fait c'est plus compliqué que ça, puisque les sourds ont un rapport à l'écrit très différent. Et je vais bêtement tu le feras par après. Mon frère l'a fait et il s'est dit, je vais écrire et penser à ce que j'ai écrit. Et il disait, en écrivant, j'entendais ce que j'ai écrit. Mais le sourd ne peut pas savoir à quoi ça doit ressembler quand il l'entend. Donc on s'est vraiment posé la question de comment un sourd peut être finalement quelqu'un de critique alors qu'il a déjà une information partielle. Eh bien, dans les Lorenzo, puis Mais moi, ça me savoir en fait pourquoi est-ce que la présence du journaliste fait partie d'un des critères de grille? Pourquoi l'importance? Pourquoi c'est important de mettre ça? Pourquoi c'est important en fait? Donc il faut savoir que dans les vidéos brutes, tu en as peut-être déjà vu, en fait le journaliste, tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, on n'entend même pas sa voix, c'est juste du texte à l'écran, et en fait ça posait la question de sous quelle forme est-ce qu'on tend à présenter l'information. Et autant quand on regarde un reportage, on voit le journaliste, on a même son nom, on entend sa voix, on se dit ok, c'est quelqu'un qui a travaillé sur son reportage pendant des mois, peut-être des années. On peut faire des recherches. Voilà, qui a fait des recherches, on peut même chercher qui est réellement le journaliste. Dans le cas d'une vidéo de type brut, le journaliste, on ne sait pas qui c'est. Et moi j'ai des élèves en fait qui m'ont même sorti, en fait monsieur, est-ce que c'est vraiment des journalistes quoi? Donc ça posait aussi un questionnement chez l'élève de se dire, est-ce que je vais faire confiance finalement à quelqu'un que je n'ai pas vu, dont je n'ai pas entendu la voix et dont je ne connais pas le nom? J'ai dans le cadre professionnel plusieurs élèves sourds en classe et j'étais curieux de savoir si vous aviez soit des conseils, et je pense que ce n'est pas le lieu maintenant d'y répondre, mais est-ce que votre TFE présente peut-être des conseils ou quelque chose sur comment les intégrer au mieux? Parce qu'au quotidien, moi j'ai parfois du mal à pouvoir répondre à toutes leurs difficultés, etc. Alors malheureusement, on a juste valorisé les outils qu'on a créés et pas vraiment l'ensemble, même si on a quelques techniques, mais
je pense que tu les connais et qu'on en a déjà parlé. Comme le fait, par exemple, de bien être présent devant la personne, d'amener les élèves au premier banc et de parler correctement sans avoir de tourner et ne pas montrer ses lèvres. Des petites techniques comme ça. Madame Théguillon. Je suis assez intéressée par ta question, mais aussi au niveau du système, auquel ils compensent les autres adolescents. Ça, je trouvais que c'était intéressant aussi dans eux et sur notre système d'enseignement, comme vous avez dit, qui n'existe pas ailleurs. Ça, c'était quelque chose que tu le relèves. Et alors, j'ai une question par rapport à l'accès aux médias, parce que c'est votre question, le lien critique, mais moi je m'interroge aussi sur l'accès aux médias pour ces jeunes adolescents sourds, parce que quand je vois le nombre de vidéos qui circulent, vous avez dit que vous avez été voir des vidéos YouTube faites par des adolescents sourds, c'est ça ? Alors, en fait, on a distribué un questionnaire donc pour les élèves sourds et malentendants. Et en fait, ils notaient aussi ce qu'ils regardaient sur YouTube. Et effectivement, sur YouTube, il y a énormément de contenus, en tout cas de plus en plus, qui sont réalisés par les sourds et qui les rendent même accessibles aux entendants, même pour nous, en les sous-titrant. Oui. Donc YouTube, c'est une énorme richesse. Je peux vous conseiller par exemple la chaîne YouTube de Mélanie Deaf, donc Deaf pour sourd en anglais, qui elle fait énormément de vidéos en fait où elle, j'ai presque envie de dire, banalise un peu la surdité en montrant que les sourds sont des gens comme les autres. Est-ce que ça me rappelle aussi par rapport à ce que vous disiez sur la présence tout le monde du journaliste, et est-ce que c'est vraiment les journalistes Parce que c'est vrai que sur YouTube, quiconque fait ses vidéos, vous animez ses vidéos, et donc, je trouvais que c'était intéressant de voir qu'est-ce qui est transmis dans ces contenus-là, et aussi je me demandais sur l'accès, parce que vous avez beaucoup critiqué les médias, l'analyse critique des médias, mais moi ce que je me demande c'est comment ils vont chercher l'information, parce que la Convention des droits des personnes en situation de handicap, c'est vraiment le droit à l'éducation, c'est le droit à avoir accès à l'information déjà. Et donc je me demande actuellement comment est-ce qu'ils vont chercher l'information. Est-ce que quand vous demandez est-ce qu'ils regardent un média traditionnel ou un média en ligne, mais qu'est-ce qui les amène finalement à l'information? Est-ce que c'est de en cherchant, qui tombe sur l'info et puis ils vont chercher une autre parce qu'il y a des vidéos associées, ou est-ce qu'ils cherchent vraiment l'info? Je pense que les sourds déjà s'entraident beaucoup de base, parce que c'est une minorité en Belgique, mais aussi ce que je voulais dire, un événement marquant, c'était en 2007 où il y a eu les élections fédérales et en fait il n'y avait rien qui était adapté pour les personnes sourdes. Donc du coup il y a eu des mouvements, des manifestations pour rendre plus accessible l'aspect politique, parce qu'en Belgique, avant ces élections-là, rien n'était mis en place. Toutes les personnes en situation de handicap, ouais. pas grand-chose. Et sinon, pour aussi répondre peut-être, quand vous parliez de où est-ce qu'ils cherchent l'accès, on a vu aussi, et dans les rencontres qu'on a faites, des sourds nous dire par exemple qu'ils se tournaient de plus en plus vers des systèmes de vidéos à la demande comme Netflix ou autre, parce que justement Netflix propose beaucoup plus de sous-titrage ou autre que des chaînes traditionnelles. On sait que la RTBF fait de la traduction en langue des signes et du sous-titrage, puisqu'on les a rencontrés au Salon de la Surdité. Maintenant, ils nous expliquaient, ils font 2 à 3 heures de sous-titrage sur les programmes de la journée, et ils font le maximum qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et il y a d'autres chaînes, par exemple, qui ne font rien du tout. Contrairement à, par exemple, l'Angleterre, où là, tout est totalement sous-titré de A à Z. En tout cas, beaucoup plus. Je sais pas si c'est tout. 100%. Mais Si, 100%. Monsieur, la question a été posée, monsieur Thierry. Oui, j'ai posé ma question, mais c'est peut-être la réponse pour les bacs 2, les bacs 1 qui vont bientôt faire. Pourquoi est-ce qu'on est fan des TFE collectifs, nous les profs? Je trouve que ici, on l'illustre bien. D'abord, on a 40 minutes pour présenter, plutôt que 20. Vous voyez qu'on court moins vite que pour les autres, mais en plus, on va plus vite, plus fort, plus loin. Ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus d'expérimentation et donc voilà. Ceci dit, comme pour les autres TFE, vous avez eu des difficultés, vous avez eu de tomber sur quelques. Donc, si vous deviez dire un petit peu
au bac 2 et bac 1, quelles sont les difficultés? Comment vous avez réussi à réorienter vos problématiques, vos recherches en fonction des réalités de terrain? Je veux bien commencer, tu compléteras. Déjà, moi quand même, je trouve un gros point positif, c'est le fait que, j'ai envie de dire, pour le dire platement, quand on a des ennuis, on n'est pas tout seul à les avoir, et donc franchement c'était, je trouve, un gros plus de pouvoir se dire ok, ça ne marche pas ou ça ne va pas, on va voir ailleurs. On est, j'ai envie de dire, 2 cerveaux sur le coup, et donc enfin même 3, parce que Monsieur Vos compte comme un cerveau aussi. Et donc franchement c'était, je pense, une grande aide à ce niveau-là, et c'est très clairement, moi c'était l'avantage aussi, j'ai commencé ce TFE sans rien savoir sur les sourds en général, et j'en ressors avec beaucoup plus de connaissances sur ce sujet-là, et même beaucoup plus que ce que j'aurais cru de base, tout simplement parce que Laura avait des connaissances préalables qu'elle a pu me transmettre au fur et à mesure. Et je pense aussi que pour tout ce qui est travail par rapport aux expérimentations en stage et autres, je crois qu'on s'est vu 2 fois par semaine pendant notre stage de 5 semaines, où on continue à chaque fois d'échanger sur ce qu'on avait fait en classe, de se dire ok, on va travailler, on va changer telle activité, on va modifier un peu ça, on va changer telle chose, parce qu'on se rend compte que soit ça ne va pas marcher, soit qu'on a trouvé quelque chose de mieux. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, je suis assez fier de ce qu'on a fait comme séquence. Je pense que c'est vraiment une très chouette séquence qu'on a proposée aux élèves, et que ça a bien marché dans nos classes de stage. Par exemple, votre projet premier, c'était quand même d'aller dans une classe avec des malentendants, et ça n'a pas pu avoir lieu. Voilà. Comment est-ce que vous avez réorganisé votre travail de recherche et votre questionnement par rapport à ces impondérables? Donc, oui, je complète. Au départ, en fait, on voulait réaliser des vidéos avec les élèves, donc vraiment l'ensemble de la classe, et on s'est rendu compte qu'au niveau du temps, ça nous bouffait un temps pas possible déjà de réaliser ça en stage, on trouvait ça un peu casse-gueule, et aussi le contexte des stages, trouver des maîtres de stage qui veulent bien qu'on tourne des vidéos avec les élèves, il faut que les parents soient d'accord, etc. Donc du coup, nos objectifs premiers, on s'est fixé 2 objectifs, tout simplement, c'était la critique du média et que ça soit partageable. En tout cas, que des sourds et malentendants ou des entendants puissent avoir accès à nos outils. Et en se basant juste sur ces 2 objectifs-là, on a essayé de contourner le problème pour arriver à un autre but qui, au final, nous a satisfait, et je pense que c'était moins casse-gueule. Plus réalisable en tout cas. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas posé de questions souhaite en poser une? Alors vas-y. J'imagine qu'avec un sujet pareil, vous n'avez pas fait que vous former, vous êtes aussi transformé. Qu'est-ce qui a changé en vous dans votre vision de l'enseignement après toutes les recherches et l'application que vous avez mis dans ce TFE? Question difficile quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui sont intervenues. Déjà, c'est, j'ai envie de dire, une certaine vision des finalités qu'on peut chercher à obtenir des élèves. Donc je pense que autant Laura que moi, on a tenu à expliquer en fait le projet complet à nos classes en stage. Et je pense que déjà ça, c'est quelque chose que personnellement, j'aurais pas pensé faire de prime abord, en me disant, voilà, je vais tester avec mes élèves en stage, mais je vais pas non plus leur expliquer de A à Z les tenants et aboutissants, puisque mes élèves en stage étaient entendants, et que la finalité, ça touchait quand même aussi à des élèves sourds. Moi, c'est quelque chose que je pensais pas faire de base, que j'ai fini par faire, et je regrette vraiment pas de l'avoir fait, parce que je pense que ça a pu attiser la curiosité chez certains des élèves. Et ça reste quelque chose d'assez agréable quand on voit des élèves qui se mettent à poser plein de questions sur finalement quelque chose qui de base n'était pas spécialement censé intervenir dans leur scolarité. Et au niveau aussi en tant que personne et en tant qu'enseignant en classe, c'est peut-être avoir un autre regard sur par exemple les élèves qui sont présents en intégration. Je veux dire, avant de m'intéresser à ce TFE, de travailler au TFE, de m'intéresser à cette problématique, oui, je savais qu'il y avait des élèves en intégration, mais je ne me rendais pas compte à quel point
ça pouvait prendre de la place, ni à quel point, j'ai envie de dire, finalement le rôle de l'enseignant est essentiel dans l'intégration des élèves en question. Moi, ce que j'ai appris énormément, c'est... j'ai eu l'envie de travailler autre chose que... sur les personnes sourdes et malentendantes, et de me dire comment je vais pouvoir adapter mes pratiques pour tout le monde, en fait. Donc, vraiment, la chaîne, c'est une chouette idée de départ pour construire des outils, et j'ai même envie de créer un site web, à la fois pour que ce soit accessible aux élèves de ma classe, mais moi, en tant qu'enseignante. Qu'est-ce que je voulais rajouter qui me semblait important aussi ? Je rejoins vraiment Joachim au niveau de la sensibilisation. C'est un truc que j'aurais pas pensé non plus de prime abord, mais c'est vraiment très très enrichissant. J'ai oublié. Une question, monsieur. Je souhaite revenir à la question par rapport au fait qu'il y ait un sous-titrage et une interprétation. Et alors vous parlez de l'avenir et qu'apparemment il y aura plus de sous-titrage et moins d'interprétation. Moi je pense que ce sera le contraire. Parce que ce qui est l'important, ce sont les deux. Les signes sont reconnus depuis 2003. Donc on pousse de plus en plus vers l'interprétation en langue des signes. C'est vrai qu'il y a certains freins, mais je suis fatigue, moi. Oui, la philosophie, oui. Elle est souvent contraire, oui. Les signes peuvent influencer le français pourrait influencer les signes. Moi je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Je pense que les deux sont complémentaires, que ce soit le sous-titrage et la langue des signes, quoi. Et effectivement, sur les médias, Facebook et les réseaux sociaux, on voit une majorité. Les sourds qui intègrent le sous-titrage sont des sourds qui savent lire et écrire. Mais il faut savoir que 15-20%, le reste des sourds ne s'expriment pas. Ne s'exprime pas au niveau des vidéos. C'est quand même qu'un certain pourcentage de la population sourde. L'idée de Sainte-Marie, ce co-enseignement bilingue, avec les entendants et les sourds qui sont ensemble, où on apprend le français et la langue des signes, c'est ce qu'il y a de plus important, en tout cas la plus chouette opportunité. Moi j'encourage, non pas spécialement le sous-titrage, j'encourage vraiment les deux. Tout autant la langue des signes, la langue des signes. Si on prend l'exemple de l'Amérique, là-bas il y a une université, c'est la seule qui existe au monde, une université qui se fait en langue des signes. Et encore aujourd'hui, il y a 60% de sourds américains qui ne savent toujours pas lire et écrire. C'est terrible, c'est terrible. Ici, il y en a plus qui ne savent pas lire et écrire. Donc l'important c'est qu'on continue à combattre pour permettre aux sourds d'apprendre à lire et écrire en lien avec le monde des entendants. Félicitations. On arrive au bout du temps. Je permets juste de vous dire que votre projet au début a été dénaturé puisque c'était impossible, vu le contexte, de faire ce que vous vouliez. C'est-à-dire faire toute leur année au même endroit, en créant des vidéos. Enfin, c'est un super projet. Et quand j'ai dit on a leur donné une fouette, parce qu'au début c'est toujours il y a des moyens pour vous pousser plus loin. Il y a deux cerveaux, il y a deux cœurs et deux ventres aussi. C'est-à-dire que vous appréciez en même temps, ça pour les deuxièmes années. Les difficultés, votre ventre vous fait avancer, votre cœur vous fait apprécier ou pas. Je trouve aussi que c'est un peu dommage qu'ici vous n'ayez pas encore plus vendu ce que vous avez fait. Quand Joachim dit il y a deux projets, c'est le même projet. Et vos vidéos que vous avez créées, 30 que vous mettez en ligne, c'est vraiment important. Et comme vous ne l'avez pas présenté ici, j'invite les gens, grâce à votre facile que vous avez donné, à aller les voir pour voir l'entièreté du projet. Et dernière chose, dans ceci, il y a vraiment de l'ouverture, vous avez vu, parce que je crois que c'est la première fois depuis que je suis ici, en tout cas, qu'il y a quelqu'un qui traduit, quelle que soit la langue. Des gens autres, on a une ouverture avec d'autres personnes, c'est une inclusion qui est assez nouveau aussi. Et pour vous, je pense qu'on va réussir à travailler avec des gens en difficulté visible peut-être, ça peut être à mieux appréhender tous les élèves en difficulté.
ça c'est vraiment un grand atout. Je vous propose de terminer en applaudissant pour vous le voulez. Et bien, merci, je vous propose